Traumatisme. Dissociation. L'Association francophone du trauma et de la dissociation présente la saison 2 de notre podcast Dissociation, au pluriel, pour découvrir la dissociation d'origine traumatique sous de multiples facettes. Il se dissocie. Elle est complètement dissociée. C'est un état dissociatif. Il souffre de troubles dissociatifs. Finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière le terme de dissociation au pluriel ? Aujourd'hui, Sandra Mazera nous raconte les troubles dissociatifs comme vecteurs de traumatisme vicariant chez le psychothérapeute. Sandra Mazera, bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute reconnue au niveau fédéral en Suisse et vous avez une consultation privée au Mont-sur-Lausanne depuis 10 ans. Vous travaillez depuis 20 ans dans le domaine du psychotraumatisme sévère, notamment de l'exil et de guerre, et vous vous intéressez aussi tout particulièrement à la question du traumatisme vicariant. Vous êtes formé en systémique, en psychologie d'urgence, vous êtes superviseur EMDR Europe et vous êtes formatrice. Et puis vous faites partie du comité de notre association, la FTD, notamment en tant que vice-présidente suisse pendant 5 ans. Et c'est un immense plaisir de vous accueillir au sein de notre podcast Dissociation. Bienvenue Sandra Mazera et merci d'être là. Bonjour. Le terme vicariant est défini dans le Larousse par ce qui remplace quelque chose d'autre. En clinique, plus particulièrement en psychothérapie, le traumatisme vicariant se réfère à un type particulier de traumatisme transmis d'un patient traumatisé au psychothérapeute qui le suit. Le travail avec des personnes hautement traumatisées nous amène à entendre les patients exprimer leurs sentiments les plus profonds et à partager leurs expériences les plus violentes et les plus dégradantes. La façon dont nous, thérapeutes, traitons cette exposition indirecte à ces traumatismes aura un effet sur la thérapie, sur la relation thérapeutique, sur le patient, mais aussi sur nous-mêmes, en tant que professionnels et également en tant que personnes. Pouvons-nous et voulons-nous entendre ces horreurs ? Combien de fois et combien de temps ? Qu'est-ce qui se passe pour moi physiquement, émotionnellement, intellectuellement lorsque je les entends? Comment je fais face à ces sensations, ces émotions, ces pensées lorsque je les éprouve face aux patients puis qu'elles me suivent dans mon foyer? Qu'est-ce que cela me fait revivre ou même découvrir de moi-même? Finalement, est-ce que mon métier va me changer? Je m'intéresse à cette thématique depuis maintenant bientôt 10 ans. Mais je n'en avais jamais entendu parler sérieusement avant de devoir rechercher activement par moi-même des réponses à une forme de mal-être professionnel qui commençait à me faire douter de ma vocation. Et depuis, je remarque que malgré le nombre croissant d'auteurs et de recherches sur le traumatisme vicariant, le thème est encore peu abordé dans les cursus de formation et reste très timide dans les colloques, dans les intervisions, et même dans le travail thérapeutique personnel. Pourquoi ? Certainement parce qu'ici, l'objet d'étude est finalement nous-mêmes, la personne même du thérapeute, ses constitutions et ses blessures, et la place de ces dernières dans son activité professionnelle. Dans le premier épisode du podcast sur la dissociation, notre collègue, Madame Sophie Lecuyer-Cobin, relatait l'histoire de la difficile reconnaissance du psychotraumatisme à travers les époques. De par la difficulté de reconnaître la réalité de la violence, de son impact sur l'homme, les enjeux politiques et financiers, mais en raison aussi de tabous de société, de la difficulté à appréhender l'impensable de ce que l'humain peut commettre et de ce que les victimes peuvent endurer. Ce long processus de reconnaissance est encore en cours, particulièrement concernant la reconnaissance des troubles dissociatifs d'origine post-traumatique,
et n'a abouti que finalement il y a assez peu à des changements décisifs dans les nomenclatures internationales. Il en est de même de la reconnaissance de la souffrance post-traumatique des intervenants de première ligne, n'apparaissant explicitement pour la première fois que dans le dernier DSM-5. À sa manière, le concept de traumatisme vicariant doit lui aussi s'affranchir de barrières similaires. Voilà que le soignant pourrait lui-même souffrir de son métier de soigner. Bien que la majorité puisse l'entendre aujourd'hui, le concept doit s'affranchir de mythes très intriqués et implicites au sein de la formation professionnelle. Le mythe de l'expertise que doit endosser le thérapeute, de sa maîtrise professionnelle et de son soi, le mythe de la neutralisation du compte-transfert, le devoir d'écarter du thérapeute toute notion de vulnérabilité ou pire de faiblesse. Car est-on aujourd'hui réellement à l'aise en tant que psychothérapeute de poser comme objet d'analyse devant nos collègues nos propres résonances, d'élaborer le lien entre nos blessures personnelles et celles que provoque l'exercice de notre métier? Pourtant, je le vois, chaque fois qu'un contexte de sécurité permet cette discussion entre collègues ou dans le cadre d'une formation, généralement, tous les participants s'en voient soulagés. Les effets sur les psychothérapeutes du travail avec les patients gravement traumatisés ont été décrits pour la première fois par Ferenczi au début du XIXe. Il estimait que les pensées et les émotions que le thérapeute vivait du fait de son interaction avec son patient pouvaient être utiles à la thérapie. Il s'agissait donc de les expliciter pour les utiliser au bénéfice de la thérapie. Avec l'approche freudienne, le concept du contre-transfert se précise quant au rôle spécifique du vécu personnel du thérapeute. Le contre-transfert est défini alors comme les réactions conscientes et inconscientes du thérapeute basées sur un conflit en lui en réponse au transfert du patient. Il devient alors question de neutraliser ce contre-transfert et le thérapeute est naturellement invité à apprendre à le faire dans sa propre analyse. Le sujet du traumatisme vicariant connaîtra un nouvel essor dans les années 90 ou 90, avec le développement de la clinique auprès de survivants d'agressions sexuelles, clinique qui inaugurera les études sur la traumatisation complexe, sur les troubles dissociatifs d'origine post-traumatique, et réinterrogera la question de la traumatisation du thérapeute qui travaille en lien avec des personnes lui exposant du contenu traumatique. Alors que McCann et Perlman sont les premiers à faire référence directement aux effets de cette clinique sur la personne du thérapeute, Perlman et Saaktveen élargissent ce phénomène à d'autres professionnels exposés, tels que les travailleurs sociaux de proximité, les juristes, les ecclésiastiques, les policiers, dont le point commun est d'être engagés dans une relation d'aide. Au jour d'aujourd'hui, le traumatisme vicariant se rapporte au vécu des professionnels travaillant avec des survivants de traumatisme, engagés avec eux dans une relation d'aide empreinte d'empathie, exposés de ce fait au matériel traumatique que ces survivants leur amènent, et encourant le risque d'une contamination pouvant précipiter des modifications de leur propre expérience interne en tant que personne. Le traumatisme vicariant se différencie donc du traumatisme secondaire qui, lui, reste générique à toute atteinte à la santé, pouvant toucher toute personne témoin d'un événement traumatisant. Il se différencie du burn-out, dont l'étiologie repose en premier lieu sur les conditions professionnelles et se témoigne par un tableau de type dépressif. Il se différencie de la fatigue de compassion, qui se rapporte à un épuisement que toute personne peut éprouver en lien avec l'aide à une personne souffrante. Le traumatisme vicariant, lui, présente 3 caractéristiques spécifiques. Premièrement,
Il est la résultante d'un processus de transformation de l'expérience interne du professionnel. C'est-à-dire que les caractéristiques psychiques de la personne du thérapeute vont être modifiées significativement. Ses pensées, ses émotions, ses ressentis corporels, ses comportements. Deuxièmement, il concerne des professionnels engagés empathiquement dans une relation d'aide privilégiée. En effet, alors qu'il s'agissait pour les premiers auteurs d'une hypothèse clinique, théorique, la psychotraumatologie actuelle, notamment au travers des neurosciences, était les thèses sur les rôles fondamentaux de l'empathie dans le mécanisme de traumatisme vicariant. Empathie entendue comme la capacité à se mettre à la place d'autrui, concept que nous verrons tout à l'heure. Troisièmement, la troisième caractéristique du traumatisme vicariant, il est toujours en lien avec une exposition au matériel traumatique d'autrui. Si ce matériel peut être parfois explicite dans le discours d'horreur de nos patients et leur impact plutôt évident pour celui qui écoute, le matériel traumatique dissocié, lui, est plus implicite, plus brut, préverbal, sensorimoteur, et peut d'autant plus s'immiscer sans bruit en la personne du thérapeute par le biais de l'empathie. On verra comment. Les symptômes témoignant d'un traumatisme vicariant se présentent premièrement comme des manifestations d'un trouble de stress post-traumatique, des hyper- ou hypoactivations à l'écoute des patients ou déclenchées par des situations particulières, des stratégies d'évitement tant psychiques que comportementales visant à éviter la confrontation à du matériel déclencheur, des symptômes intrusifs sous forme de reviviscence, cauchemars, pensées obsessionnelles relatives au contenu écouté ou vu par le thérapeute. Tout cela peut induire une perte de motivation au travail, une difficulté à gérer la distance émotionnelle avec les patients, une inquiétude exagérée pour eux ou au contraire des contre-attitudes de protection telles la minimisation, l'incrédulité ou le cynisme, ou les passages à l'acte en lieu et place de la réflexion nécessaire. Ces symptômes ne se contiennent pas à la sphère professionnelle, mais contaminent également la sphère privée, au sein de la vie de famille, dans les activités de ressourcement, dans l'intimité des relations avec les proches. Car ici se profile le symptôme le plus spécifique et inquiétant du traumatisme vicariant de l'intervenant, la modification de l'expérience interne du thérapeute, qui se traduit par une atteinte à ses croyances fondamentales, non seulement en tant que professionnel, mais aussi en tant que personne. Perte de confiance en un monde prévisible, perte de sens, ultra-conscientisation de l'injustice, généralisation de l'interprétativité négative et du risque perçu. Cette perte des croyances protectrices peut induire un vécu de détresse, mais aussi d'insécurité, une perte d'estime de soi et la remise en cause de ses capacités, un repli sur soi. À ce moment-là, des abandons de carrière sont alors fréquents. Si le traumatisme vicariant atteint la sphère singulière du thérapeute en tant que personne, c'est qu'il est avant tout un traumatisme du lien. Si le thérapeute peut être contaminé par du matériel traumatique qui n'est pas le sien, c'est parce que, au travers du lien investi au patient, ce matériel transmis vient déclencher ou étoffer des blessures et du trauma déjà présents chez le thérapeute. Tout cela est logique et tient plus au processus spécifique engagé dans notre métier qu'aux seules caractéristiques du thérapeute. Aujourd'hui, il y a toujours plus de recherches et d'écrits sur le lien entre la vocation des professionnels de la relation d'aide, tout particulièrement la vocation de psychothérapeute, et le fait qu'ils aient eux-mêmes dû faire face à des expériences adverses par le passé. Des études avancent les hypothèses d'une extension des rôles de parentification ou de styles d'attachement insécures compensés par des stratégies de soins de l'autre,
Cette conception du guérisseur blessé, pour reprendre un grand archétype, n'est pas nouvelle, elle s'inscrit dans l'histoire des idées en santé mentale. Pourtant, visiblement, il reste encore tabou de nos jours, qui tend encore souvent à réduire cette complexité de notre métier à la seule faiblesse ou immaturité du thérapeute. Le traumatisme vicariant est un traumatisme transmis au sein d'une relation investie empathiquement. Le thérapeute met au service de son patient son propre appareil psychique, sa pensée, son autoréflexivité, mais aussi ses émotions, ses sensations. Le thérapeute éprouve la relation. Pour entrer en relation et en empathie, c'est donc tout naturellement que le thérapeute engage, mobilise et donc réactive ses propres schémas d'attachement, ses propres modalités de résonance, celles qui le constituent en tant que personne. Dans un deuxième temps seulement, il applique son savoir-faire professionnel, théorique et pratique, afin d'analyser et gérer la relation et son contenu. Si le thérapeute a pu transformer ses épreuves passées en expériences constituant maintenant sa plus-value professionnelle, les blessures du passé peuvent aussi se révéler être de petites portes dérobées pour le traumatisme vicariant. Si tout thérapeute se doit bien entendu d'être correctement formé à son métier et avoir effectué un travail personnel approfondi, le traumatisme vicariant est à même de nous surprendre tous, par son caractère implicite, sinueux et au final profondément humain. En psychotraumatologie, les hypothèses sur les modes de transmission du traumatisme vicariant s'étaient majoritairement sur les recherches actuelles en neurosciences, et plus particulièrement sur les travaux concernant le système des neurones miroirs et ceux sur la neurophysiologie de l'empathie, qui proposent que le traumatisme vicariant se transmette en premier lieu par une contamination physiologique et sensorielle de mécanismes innés, ce que Galézé nomme état du corps partagé. Ainsi, avant même d'intellectualiser ce que peut être le vécu de l'autre, nous serions physiologiquement programmés à nous mettre à la place de l'autre pour rapidement deviner ses intentions et éprouver son état émotionnel et physique. Cette première étape est automatique, innée, inconsciente, et permet déjà à l'observateur d'éprouver dans son propre corps des sensations bien réelles qui l'informent sur l'autre. Il en est de même dans la relation entre le thérapeute et son patient. Le thérapeute débute donc par éprouver en lui-même des sensations objectives auxquelles seulement ensuite il peut attribuer une signification intellectuelle. Ici, le corps est le premier à éprouver, et le phénomène ne peut pas être empêché par le thérapeute. Il le subit. Cette réalité est souvent appelée « cost of caring » par les auteurs, ou « le coût du soin ». Entrer en empathie dans une relation thérapeutique va coûter au thérapeute. Il va subir. Il ne s'agit pas de savoir s'il va être touché ou non, mais de savoir comment gérer cette atteinte. C'est dans cette gestion qu'intervient la deuxième étape de la transmission par l'empathie, c'est-à-dire la possibilité de réguler la distance émotionnelle avec l'autre. Cette fois-ci, au travers de mécanismes appris, issus notamment des schémas d'attachement, des capacités de régulation émotionnelle et des stratégies de différenciation du thérapeute, afin de maintenir consciemment et volontairement sa propre perspective subjective, c'est-à-dire de différencier ce qui lui appartient de ce qui appartient à l'autre. Il s'agit donc de la capacité apprise à pouvoir se mettre à la place de quelqu'un tout en ne s'y confondant pas. Ici, dans cette deuxième étape, se trouve le mécanisme central de la prévention du traumatisme vicariant. Seulement voilà, d'un côté,
cette capacité à poser la juste distance est influencée par les schémas d'attachement, et de l'autre, les psychothérapeutes présenteraient majoritairement des blessures d'attachement à la base de leur vocation d'aide. Là est la complexité de la plus-value de notre métier. Il y a un potentiel de risque de retour de manivelle qui peut prendre au dépourvu le thérapeute le plus expérimenté. Plusieurs éléments peuvent participer de cette prise au dépourvu. D'abord la surprise. Un contenu présenté sans contexte, sans préparation, sans possibilité de mise en condition. Par exemple, des images spontanément montrées sur un téléphone portable ou une description d'horreur de la part d'un visage présentant les traits incongrus de l'humour. La construction mentale de scènes horrifiantes aussi, à partir de ce que le patient relate et qui s'inscrivent comme des images vivides devenant intrusives. Aussi, la superposition de personnages dans la scène traumatique, au travers de représentations très rapides du type « Et si ça m'arrivait à moi ? Et si ça arrivait à mes enfants ?» Mais aussi le matériel traumatique issu de la dissociation, implicite et brute, matériel iconique non élaboré, sensorimoteur et préverbal, qui porte un potentiel de contamination physiologique et sensorielle phénoménal, à même de sidérer celui qui écoute, de n'être que résonance motrice chez le thérapeute devenant alors celui qui éprouve à son tour ces reviviscences vicariantes d'un autre, au travers de cet état du corps partagé inné. Le matériel traumatique dissocié est un vecteur puissant de traumatisme vicariant, alors même que les troubles dissociatifs d'origine traumatique peuvent constituer la majorité des tableaux cliniques de la patientèle d'un psychotraumatologue. Prenons-nous soin de nous-mêmes autant que ce que nous prenons soin de nos patients. On trouve pléthore d'exercices de prévention générale quant à la gestion de la bonne distance émotionnelle dans les domaines de la gestion du stress ou même de la prévention du traumatisme secondaire. La prévention du traumatisme vicariant s'inspire, elle, des modèles de la psychotraumatologie et vise à conscientiser pour les renforcer deux mécanismes principaux chez le thérapeute. Le premier mécanisme est la capacité à maintenir une attention duelle, c'est-à-dire maintenir une position méta, autoréflexive, tout en maintenant le lien avec le patient, donc en parallèle et simultané. Il s'agit là d'ancrer et de renforcer la deuxième étape protectrice du mécanisme de l'empathie, cette capacité à maintenir la perspective subjective différenciée du thérapeute. Cela en conscientisant toujours davantage la juste ligne frontière entre l'autre et soi. Le deuxième mécanisme est la capacité du thérapeute de se maintenir dans sa propre fenêtre de tolérance, modèle emprunté à Siegel, par une vigilance entraînée au débordement de ses propres capacités adaptatives en séance, pouvant s'exprimer soit par des escalades symétriques entre lui et le patient, soit dans le sens d'hyperactivation comme des débordements émotionnels, soit d'hypoactivation comme des figements de la pensée. Car lorsque le thérapeute travaille en dehors de sa propre fenêtre de tolérance, ses capacités d'adaptation amoindries peuvent le mener à une moins bonne gestion, non seulement de la confrontation au matériel traumatique, mais également à l'entrée en résonance motrice avec ses propres zones de vulnérabilité ou de séquelles traumatiques. Au cours de son exercice professionnel, la récurrence et la sévérité de ces atteintes à la personne même du thérapeute peuvent creuser le lit du traumatisme vicariant. Le thérapeute peut alors se voir exprimer les mêmes symptômes que ceux rapportés par le patient, comme des intrusions d'images effrayantes, reconstituées sur la base de récits, ou des symptômes issus de la création de nouvelles structures de peur. Par exemple, le thérapeute prend peur dans certaines situations dans lesquelles le trauma est pourtant arrivé à d'autres, ou comme l'exacerbation, voire la découverte de traumas personnels
qui jusque-là étaient bien contenus ou encore partiellement dissociés. Qu'il s'agisse de la prévention ou du traitement d'un traumatisme vicariant, de nombreux auteurs comme Pearlman et Salkvin, Bourgault, Rothschild, Dolan, Richardson, Brion, Delucci et d'autres se sont penchés sur les particularités du traumatisme vicariant chez le psychothérapeute. Et il existe des outils spécifiques pouvant être activés avant l'intervention, en situa, en post-intervention ou en traitement. Si les études montrent que 50% de la prévention du traumatisme vicariant réside dans la connaissance même du concept, ce qui est déjà un potentiel de prévention important, le reste de la prévention et du traitement s'acquiert avant tout par l'appropriation, par la pratique de ces nombreux outils, généralement dans le cadre de formations spécifiques ou éventuellement auprès d'un thérapeute ou superviseur qualifié dans le domaine de la traumatisation vicariante en psychotraumatologie. Finalement, ne quittons pas ce thème avant d'avoir évoqué deux notions toujours plus étudiées et porteuses d'ouverture, celle de la résilience vicariante et celle de la croissance post-traumatique. Toutes deux évoquent comment le soin du trauma et son dépassement permettent à un individu de se développer dans ses compétences, dans la connaissance de soi, d'éveiller sa sensibilité à la qualité de vie, d'élargir son investissement dans la dimension existentielle. Le psychothérapeute, au travers d'un travail adéquat et efficace auprès des patients traumatisés qui l'accompagnent, peut également vivre une résilience vicariante et une modification de son expérience interne sur le versant positif, inspiré et porté par la lutte des patients, reconnaissant et nourri de sa contribution à la guérison pour d'autres, attentif et conscient de ses propres priorités de vie. Quel métier passionnant et exceptionnel que celui que nous faisons. Le podcast Dissociation, au pluriel, est produit par l'AFTD et édité par Sophie Lequier-Cobin pour contribuer à diffuser l'idée de dissociation liée au psychotrauma. Cet épisode a été réalisé par Sandra Mazera et monté et mixé par Cédric Beau, ingénieur son et guitariste de talent. Le graphisme a été réalisé par Justine Rubino-Ligny. Ce podcast est en accès libre, à écouter et faire circuler sans modération. Si vous souhaitez soutenir l'AFTD, adhérez, parlez de nous, contactez-nous, rejoignez-nous. Le meilleur remède à la dissociation, c'est cette fameuse intégration. La prochaine fois, Éric Binet nous racontera le lien entre dissociation et attachement, un point de vue passionnant d'un spécialiste de la toute petite enfance. Merci de votre écoute et à très vite.